Je perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Nelson Mandela, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour le compte, bien sûr, de cette émission consacrée à la promotion des entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Alors, spécialement aujourd'hui, mesdames, messieurs, on reçoit pour vous un ténor de numérique, un expert en développement numérique pour de grandes questions qui battent les plans, justement, en RDC. Il s'appelle Éric Moutange. À son actif, il est développeur en développement numérique, permettez-moi cette tautologie. Il est acteur dans les développements numériques, allais-je dire. Alors, nous allons parler de plusieurs dossiers qui fâchent tantôt, soit le recensement, soit la CENI, soit la numérisation. C'est quoi les numériques? Alors, on a choisi pour vous un expert. C'est avec lui, mesdames, messieurs, qu'on va répondre à toutes ces questions. À qui je vais rapidement dire bonsoir, monsieur Éric. Bonsoir, monsieur Arnold Tiani. Vous allez très bien. Ça va, parfait. Tout va bien. Vous êtes familier de cette émission. Chaque fois qu'on a besoin de votre expertise, vous dégagez le savoir dans cette émission. Déjà, merci beaucoup toujours pour votre présence. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à General Studio. Un mot pour nous. Bah, c'est moi qu'il faut remercier. Et puis, voilà, le cadre aujourd'hui dans lequel nous sommes, je vois que nous avançons. Ça va. Merci beaucoup à vous, monsieur Éric. Alors, on va traiter avec du numérique. Mais avant cela, monsieur Éric, pour ceux qui vous suivent, qui est Éric Moutange? Ben, Éric Moutange, c'est un citoyen congolais, ingénieur de formation. Je suis un ingénieur technicien qui a eu un parcours, n'est-ce pas, dans la production. Comme tout ingénieur, j'ai travaillé dans des entreprises. Ben après, j'ai monté ma boîte il y a quelques années, il y a une décennie. Et puis après, bon, je me suis lancé dans la consultance. Quand je monte dans le management, bon, je m'intéresse beaucoup à la réglementation, les politiques publiques. Je me spécialise beaucoup plus aujourd'hui donc dans la régulation, tout ce qui est taxes, les lois télécom. Et aujourd'hui, je suis donc dans un projet avec un industriel, un grand projet de mise en œuvre des infrastructures numériques. Et je suis aussi consultant en santé numérique, donc pour la transformation digitale du système de santé. Voilà. Donc en gros, je suis un expert indépendant, libre penseur, mais je suis aussi engagé donc par une entité pour travailler sur des projets d'infrastructure, et je suis aussi consultant sur des panels où nous réglons certaines questions du numérique. Voilà. Donc ça tombe bien pour nous pour les grandes questions du numérique. Alors avant qu'on entre dans les vifs de notre sujet, pour ceux qui nous suivent, les numériques, la numérisation, c'est quoi exactement les numériques? Ok, merci. En fait, le numérique, c'est un concept. Le concept découle du terme simple des données chiffrées. La logique booléenne, c'est soit 0, soit 1, c'est-à-dire que la donnée ne peut avoir que deux valeurs. Soit c'est 0, soit c'est 1. C'est ce terme simple de numérique qui a été maintenant transposé à un grand concept qui englobe quoi? Qui englobe la télécommunication, l'informatique, donc c'est la télématique, qui englobe les technologies sous-jacentes, donc l'audiovisuel, l'électronique et l'accès aux services électroniques comme les plateformes en ligne, l'internet. Et ce sont des termes aujourd'hui interchangeables qui veulent dire aussi numérique. Donc en fait, le numérique, c'est un grand concept qui englobe des services, des technologies, ainsi que les technologies sous-jacentes de ces technologies-là. C'est un grand monde aujourd'hui qu'on appelle le numérique. Et mais on constate du méli-mélo, parfois on parle de l'informatisation, parfois on parle de la numérisation. C'est quoi la vraie nuance? C'est quoi la vraie différence entre l'informatisation et la numérisation? Voilà. La numérisation, simplement, c'est rendre numérique. La plus simple expression de la numérisation pour le commun des mortels, quand vous avez une feuille de papier, vous ouvrez un scanner et vous scannez la feuille. Vous avez numérisé l'information. Numériser, c'est convertir texte, audio, toutes sortes de supports, n'est-ce pas, en données numériques que des
périphériques informatiques ou électroniques peuvent traiter de manière numérique. Donc, la numérisation utilise l'outil informatique pour convertir des informations analogiques, des textes, des audios, des vidéos en un format chiffré 0,1 que les périphériques numériques peuvent comprendre et traiter facilement. C'est ça la numérisation. Donc, le numérique, c'est le grand concept. La numérisation, c'est la conversion des données d'un format à un format numérique. Voilà. C'est tout simplement ça la numérisation. C'est très précis ce que vous dites. C'est la dématérialisation. On peut dématérialiser. Vous avez des formulaires papier et puis tout va en ligne. On a fait disparaître le papier. Donc, numériser, c'est dématérialiser. Les processus, c'est dématérialiser toute l'administration. Donc, on passe de l'administration en papier à une administration électronique. On a numérisé. Tout ce qui était contondant devient abstrait. On a numérisé. Voilà la numérisation. Mais est-ce que ce domaine intéresse la RDC, la numérisation? Bien sûr que oui. Ce domaine intéresse beaucoup la RDC parce que la transformation digitale, c'est embrasser les technologies et les appliquer dans tous les domaines professionnels de la vie pour faire trois choses. La première chose, c'est renforcer la bonne gouvernance. Qui, quoi, comment, quand, où, pourquoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous aurez l'accès à l'information et la maîtrise de ce que vous faites, de ce qui s'est passé, les événements. Vous pouvez aller retrouver une information. Quel âge avaient les 30 personnes qui sont entrées entre 15h et 17h dans mon cabinet? Vous tapez juste une requête. C'est ça la numérisation. C'est-à-dire que les données sont conservées dans un format, dans une base de données, sur un serveur quelque part, et vous pouvez aller les retrouver facilement. Vous avez renforcé la bonne gouvernance. Donc, vous pouvez dire, par statistique, du 1er au 30, il y a eu 17 dames entre 18 et 25 ans qui ont eu des problèmes, je ne sais pas, de talons cassés. Donc, votre cordonnerie peut avoir la maîtrise pour dire, en cette période, les talons se cassent plus. La bonne gouvernance. Deuxième chose que la numérisation fait, ça élimine la fraude. Les 18 personnes qui sont passées ont payé chacune $10, $15, c'est répertorié quelque part. Et vous, en tant que patron d'entreprise, vous n'avez qu'à taper pour savoir combien a été encaissé dans la boîte. Donc, la fraude va diminuer. Et la troisième chose que la numérisation fait, ça augmente le revenu. Puisque vous avez renforcé la bonne gouvernance, puisque vous avez réduit la fraude, écoutez, tous les trous sont bouchés, vos revenus, vous allez voir, vont monter. Et donc, la RDC, aujourd'hui, la dématérialisation de l'administration publique va permettre de fermer tous les petits trous des gens qui mettent de l'argent dans leur poche pour que cet argent revienne à l'État par des mécanismes de contrôle avec des tableaux de bord clairs au niveau des autorités. Nous pouvons savoir qui, combien, comment, pourquoi, où. Et une simple requête aujourd'hui, donc tous les services de l'État confondus pourront savoir quoi, pourquoi, qui, comment. Et c'est au rendez-vous aujourd'hui, la transformation digitale, l'application de la technologie au domaine professionnel pour renforcer la bonne gouvernance, pour réduire la fraude et augmenter les revenus dans le trésor public. Voilà. Et quand vous parlez de requête, donc je vois directement la base des données. Mais la RDC, c'est 2 345 000 km². C'est tellement vaste. Monsieur Rick, vous étant expert, quels sont les secteurs dont nous devons numériser? Quels sont les secteurs prioritaires dont l'État doit faciliter la numérisation ici en RDC? C'est tous les secteurs. Parce que aujourd'hui, l'or vert, c'est la donnée, l'information. Je vous donne un exemple. Vous voulez que je vous donne des exemples? Oui. Nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui le ministère de la Défense nationale des anciens combattants et tout ça. Non, à béni, on allège que tel a tiré, tel a fait. Écoutez, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des périphériques qui sont comme des boutons d'une veste qu'on peut mettre sur la tenue des militaires pour savoir à tout moment de la journée où se trouve un militaire. Il y a aujourd'hui les armes qui peuvent être enregistrées au nom des personnes avec des petits tags. Toutes les armes, l'Internet des objets. Il y a des petits devices que vous mettez sur une arme et vous savez que à 14h30,
avec la balistique, on a tiré sur quelqu'un, cette balle appartient à tel militaire. Vous tapez où est-ce qu'il était à 14h30. Donc l'arme s'est retrouvée à l'endroit. Est-ce que le bouton était avec lui? Donc la personne qui a tiré, c'était lui parce qu'il était avec l'arme au même endroit. C'est la numérisation de la défense nationale. Donc l'armée aujourd'hui à la frontière, on peut donner même, il y a même des drapeaux lavables qui sont des périphériques de IoT, Internet of Objects, qui peuvent aujourd'hui donner la localisation géographique par des satellites de tout le personnel militaire ainsi que de leurs équipements. Les véhicules blindés, tous, on peut savoir à n'importe quelle heure où se trouvait un véhicule blindé et qui était au volant, parce que si vous prenez les deux tags qui étaient ensemble, donc ils étaient au même lieu, soit il conduisait, soit il était à côté. Donc, quand on a tiré avec l'obus, il y a déjà un groupe restreint des personnes et ça renforce la bonne gouvernance. Je vous donne par exemple le ministère du Tourisme. Nous décrions le GoPass. Mais écoutez, tous les aéroports du monde, il y a une taxe aéroportuaire. Le problème de la taxe aéroportuaire en RDC, elle est prise dans un comptoir, les gens ont l'impression que c'est de l'arnaque et en plus, on ne voit pas beaucoup les retombées, même si on a cet aérogare qu'on n'avait pas avant. Moi, j'aime reconnaître ce qui a été fait, mais on aurait pu faire mieux et je crois qu'on peut toujours faire mieux. Alors, pour numériser, c'est simple. Toutes les agences de voyage qui vendent le billet, toutes les compagnies aériennes qui vendent un billet sont reliées à une base de données du ministère du Tourisme et quand vous avez vendu votre billet, la taxe est là-bas, le ministère récupère et fait la rétrocession à l'État. Et là-bas, il y a une péréquation pour faire la clé de répartition entre les services qui ont droit à toucher à ces taxes. On ne va pas dire non, il y a un directeur qui passe le soir prendre tout l'argent. C'est ça la numérisation. Donc même le ministère du Tourisme, qui a d'ailleurs d'autres taxes des visites des touristes, il y a une taxe là comme ça, qu'on peut prendre en l'insérant dans un formulaire électronique ou un billet. C'est très abstrait, personne ne voit, mais l'argent qui est payé, il y a un seul point, un guichet unique, c'est l'achat du billet. Et dans ce billet, il y a beaucoup de choses. Je vous donne un autre exemple. Le ministère des Finances. Mais écoutez, les régies financières aujourd'hui. Nous avons la DGDA avec le DG Jean-Baptiste Congolo que je salue, avec le système Sidonia World que j'ai vu personnellement. Il y avait déjà Sidonia avant. Aujourd'hui, notre douane est liée à des douanes des autres pays frontaliers. Et aujourd'hui, on peut même monitorer les marchandises telles qu'elles entrent dans la RDC et tout ça. Donc voilà, la numérisation réduit la fraude au niveau des frontières. On peut savoir combien de camions ils avaient, quel poids, le tonnage, quelles étaient les marchandises. On peut même scanner la marchandise pour savoir quel est le régime des déclarations, quelle est la nomenclature de taxes, parce que nomenclature volume, c'est l'assiette. Donc on peut savoir combien est entré. La DGI, la TVA par exemple, parce que la TVA c'est quoi? Le 15 de chaque mois, au 15 de chaque mois, toutes les sociétés doivent avoir déclaré la TVA qu'elles ont collectée. Parce que quand vous vendez des services, vous êtes assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, sur votre NIF, numéro d'impôt fiscal, vous devez donc le 15 souscrire à une déclaration TVA. Et quand vous avez collecté parce que vous avez vendu des services, avant de le faire, la déclaration, avant de la faire, vous devez déduire aussi les services que vous avez payés à d'autres. Vous avez des douaniers, vous avez payé la douane, vous enlevez. Vous avez, je ne sais pas, acheté des intrants ou de la matière première, vous déduisez. Donc, de ce que vous avez collecté, 100%, vous déduisez peut-être 20%, 80% sont déposés dans une banque et puis vous avez un récépissé puis une quittance que vous avez payé la TVA. Mais si vous n'avez pas numérisé, ça sera catastrophique. Parce que vous pouvez déduire comme vous voulez. Vous pouvez dire non, j'avais acheté telle chose. Mais quand vous êtes numérisé, vous déduisez le numéro d'impôt fiscal sur lequel vous avez déduit. Il doit aussi dire qu'est-ce qu'il a fait de l'argent qu'on lui a remis, ainsi de suite. Et tous les taux se resserrent sur les fraudeurs et donc le revenu augmente parce que la bonne gouvernance est renforcée. Vous voulez que j'ajoute la santé, le ministère de la Santé aujourd'hui, nous avons l'ANICIS, l'Agence nationale de l'ingénierie clinique, de l'information et d'informatique de santé. Le Congolais doit être connu avec un identifiant unique. Les maladies, les pathologies doivent être répertoriées et codifiées, ainsi que les actes. On vous pique, on vous ausculte, on vous opère, ainsi que les tarifs sur les actes. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau. Non, c'est en cours. Hein. Il y a le plan national d'informatique de santé.
PENDIS 2, qui a été adopté le 6 août 2020. Et puis, il y a les axes stratégiques. Aujourd'hui, donc, il y a les infrastructures qui sont en train déjà d'être mises en œuvre par le premier réseau intranet de la santé, le DHIS2, qui est le District Health Information System du ministère de la Santé. Bon, le serveur est encore à Oslo. Il y a un problème de souveraineté, mais il sera rapatrié progressivement. Nous avons des tableaux de bord énormes. Vous pouvez aller consulter combien de lits nous avons, combien d'hôpitaux. Nous avons 16 000 formations sanitaires publiques dans ce pays, dont 12 000 sont connues avec la localisation géospatiale. Donc, il y a les coordonnées GPS de 12 000 hôpitaux de l'État. Et vous savez, dans les formations sanitaires, combien de lits... Mais je vous dis, c'est extraordinaire parce que le système de santé de la RDC est l'un des plus solides au monde. C'est l'un des plus solides. Les soins de santé primaires, ça a été copié de la Russie. C'est la prévention, c'est l'information. C'est depuis les années 80, les années 70, oui. Le système de santé, il y a le niveau central avec son cabinet, il y a le secrétaire général avec ses assistants, et puis il y a le niveau intermédiaire avec 65 districts de santé, et la base, c'est 519 zones de santé, 200 000 familles par zone de santé. Dans les zones de santé, il y a les aires de santé, 5 000 familles par aire de santé. Tel que vous êtes là, votre avenue, il y a quelqu'un qui vous connaît donc toutes les maisons de votre avenue. Le ministère de la Santé a la visibilité sur tout le monde. Nous sommes déjà identifiés. Non, mais c'est identifié par papier. Le SNIS, c'est le système national d'information sanitaire, c'est un formulaire papier. Alors, de la collecte à l'encodage à la zone de santé, par expérience, 10 ans sur le terrain, 20 à 25% seulement d'informations arrivent. 85, 80 sont perdus, 75 sont perdus. Avant la musique pour entrer dans le dossier recensement. Ah, d'accord. Quand vous parlez de ça, mais on va... Bon, nous pouvons être connus facilement. D'ailleurs, en l'occurrence, avant qu'on oublie, le ministère de la Santé a signé un protocole d'accord avec le ministère de l'Intérieur, parce que qui sait combien de Congolais sont nés hier? C'est le ministère de la Santé. Qui sait qui est allé se faire soigner hier? C'est un système très avancé. C'est pas un système. C'est le système de santé, ce sont des hommes. C'est un système. C'est un système humain. C'est pas un système informatique. C'est un système humain de fonctionnement où on a la base avec les zones de santé, regroupement, 200 000 familles par zone, les aires de santé, 5 000 familles par aire, les formations sanitaires, les centres de santé, les points de santé. Donc, il y a déjà un recensement déjà fait. La santé a recensé ces zones, mais les citoyens, voilà, merci. Ça, c'est très beau ce qui se passe ici. La santé sait combien de maladies ont été répertoriées hier. Il y a eu 15 000 cas de malaria, il y a eu 10 000 cas de rougeole. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un aux États-Unis qui finance tout ça, qui veut savoir seulement combien. Après, il va fabriquer des médicaments, il va aller demander de l'aide à la fondation Bill Gates ou je sais pas moi. Il va prendre l'argent et venir vous faire soigner ces maladies-là. Mais il veut pas savoir qui vous êtes. Le recensement ici, c'est de savoir la personne qui avait la maladie s'appelle comment. Elle a quel âge? Elle habite où? Cette personne-là, ça on ne connaît pas. La santé a une grande visibilité des tableaux de bord. Non, regardez, la santé connaît combien de maladies. Quand vous allez, on n'a pas besoin de savoir comment vous vous appelez. On prend plutôt le nom de votre maladie. Si vous avez 2 problèmes, malaria, une fiche, rougeole. Celui qui a la malaria, c'est un humain ou c'est pas un humain? C'est un humain, mais qu'on recense. la fiche recense votre... Ça veut dire que si c'est vous... On aurait facilement, justement, pris votre âge et tout ça, mais vous pouvez tromper, et puis vous n'avez pas de carte d'identité, vous ne savez même pas quel jour vous êtes né, vous êtes à Djalasig, vous êtes à Ariwa, vous êtes à Mahagi. Peut-être vous ne savez même pas quel jour vous êtes né. Mais on sait au moins, non, on recense votre maladie. Dans une fiche, on demande des noms, post-nom, prénom. Prenons les cas en amont avec les nouveau-nés. C'est-à-dire les citoyens dont vous parlez, en aval, c'est d'abord de nouveau-nés que les ministères de la Santé enregistrent déjà. Chaque nouveau bébé ici en RDC, on leur enregistre. Bien sûr. En amont recensé. Recensé sur un papier qui, lorsque le gars veut aller à la toilette, il prend ce papier-là et ça disparaît. La numérisation, c'est garder justement... C'est ce même système. Ça fait 30, 40 ans. C'est dans eux, vous dites qu'ils sont très avancés ici. Non, le système de santé, voyez, ça c'est la preuve que vous êtes jeune, vous pensez au système comme électronique. Non, un système, c'est une organisation, des humains. Non, mais justement. Le système dont je parle, ce n'est pas des systèmes électroniques. C'est un système qui consiste à prendre des informations. Ouais. Mais maintenant, pour en faire quoi? Pour aller les déposer quelque part. Non, c'est la preuve que nous sommes jeunes. Vous et moi, on réfléchit. Ça veut dire quoi? Non. C'est pour aller les prendre, les amener quelque part. Mais dans le voyage, 75% se perdent. Parce que le gars prend une pirogue, il se bat contre la pluie, il a son vélo, et quand il arrive, il n'a que 25%. Non, j'ai aucune idée, mais je suis en train seulement de dire que le système de santé,
la base du système, de la pyramide sanitaire, la base, c'est le noyau du système de santé où il y a la BCZS, Bureau Central Zone de Santé. C'est là où se fait l'encodage de toutes les informations que les formations sanitaires ramènent et c'est gardé dans un serveur depuis 2013 à Oslo. C'est un système qui s'appelle le DHIS2. Les données de la RDC. Toutes les données de la santé sont stockées dans le District Health Information System à Oslo. Bon, s'ils ont accès à cette information, ils vont pas nous espionner. Ils vont savoir seulement, ils le font tout le temps, justement. C'est pourquoi vous avez des médicaments gratuits. Ils veulent savoir combien de cas de malaria il y a eu l'année passée. Ils vont seulement demander, on va leur dire 600 000. Vous, étant qu'expert, nous sommes un tout petit peu exposés. Ben écoutez, ces données-là ne sont pas sensibles parce que ce sont des chiffres, ce n'est pas des données personnelles. 600 000 cas de malaria, il sait que l'année prochaine, je dois fabriquer au moins 600 000 doses. C'est ça la tendance. C'est juste, ils financent ces choses-là, le fonds de malaria, les Gavi, la vaccination, tout ça, parce qu'ils veulent savoir combien de doses à peu près fabriquées pour la RDC. Et donc, ils donnent l'argent à ces gars qui font le vélo, ils donnent l'argent des jeeps et tout ça. Ils veulent seulement savoir combien, combien, mais pas qui. Mais non, la stratégie nationale, parce qu'il en faut une, pour numériser, on le fait pas n'importe comment. Le PNDIS 2 a 2 axes. Plan national de développement de l'informatique de santé. Le premier axe, c'est de créer l'architecture entreprise pour la santé, le système de santé. Donc, on aura un gros serveur ou un parc de serveurs qui s'appelle le cloud, un cloud congolais. Le cloud peut avoir des serveurs en Europe, d'autres en Amérique, d'autres à Kinshasa. C'est le cloud congolais. Et puis, on aura un réseau intranet pour ramener l'information dans le système d'information qui est composé donc des serveurs, des machines, des bases de données dans les data centers parsonnés, le cloud. Et puis, nous avons les usages applicatifs pour créer justement le fichier médical informatisé, le dossier patient électronique. Et voilà. Ça, c'est très bien. Vu que vous parlez du cloud, ça m'intéresse aussi beaucoup. Vous parlez du serveur de la RDC. Il n'y a pas un serveur. Le cloud, c'est un parc des serveurs qui sont dans des endroits divers, des continents divers. Oui. Alors, ma question, c'est de savoir. Je peux finir. Je disais, le premier axe, c'est la système architecture. Et le deuxième, c'est les données de rapportage vont passer aux données personnelles. C'est fini. C'est ça les 2 axes du PNDIS 2, le plan national d'informatique de santé. Ça veut dire que l'émission est tellement intéressante pour tout Congolais, en fait. Mais nous serons dans les clouds. Tantôt, nous avons un data center, nous avons des serveurs ailleurs. Est-ce que l'État prévoit des lois pour la sécurité numérique aussi? Est-ce qu'il y a des lois par rapport à ça? Bon, pour d'abord recadrer et dire, le serveur congolais n'existe pas. Google, c'est pas un serveur, c'est une centaine de serveurs partout dans le monde qui se répliquent tout ça à tout moment et qui vous donnent l'info par rapport à votre géolocalisation. Le cloud, c'est quoi? On a un data center à la SCPT. On a un autre data center chez Info7 sans faire leur propre publicité, que je salue, Albert Kabea et les amis Mouliri. On a un data center, par exemple, à Oslo pour DHIS2. On a un autre data center en Amérique pour la vaccination. Mais quand quelqu'un s'assoit, il a un seul dashboard qui prend l'info là où il veut. Et c'est ça qu'on appelle le cloud. Le cloud, c'est avoir une machine ici, une autre aux États-Unis, une autre, je sais pas, en France. Et Google qui a ses machines partout. Est-ce que partout il met ses machines? Il est sûr qu'il y a ces lois-là. Ce n'est pas un serveur qui est dans le nuage. Non, le nuage, c'est l'ensemble de plusieurs serveurs. C'est ça, les clouds. Le cloud, ça veut dire, on a un nuage, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et dedans, quand vous entrez, vous allez voir, il y a 15 serveurs. Je parlais de 2 serveurs. Quand j'ai mon site web ou mon application, quand j'achète le nom de domaine et les serveurs, je peux dire dans mon entreprise, j'ai un serveur propre pour moi. Vous avez un espace dans le cloud. Vous avez un espace pour votre serveur. Vous n'avez pas un espace, vous n'avez pas un serveur physique. Vous n'avez pas une infrastructure, mais vous avez un serveur qui existe quelque part. Oui. On vous a réservé de l'espace quelque part. Vous avez un serveur, mais vous ne possédez pas ce serveur-là. Voilà. Vous avez accès à un serveur, mais vous n'avez pas un serveur. C'est mon serveur, alors. Donc, vous avez accès à un serveur. C'est un serveur, non, parce qu'on a 2 types de serveurs. Les serveurs dédiés, les serveurs partagés. Ça sera beaucoup plus. Vous avez accès à un serveur, mais vous ne possédez pas de serveur. Vous n'avez pas le titre. On peut l'éteindre à tout moment. Vous n'avez pas le contrôle sur ce serveur. C'est là où maintenant j'ai posé des questions sur les lois par rapport à quelqu'un qui veut. Maintenant, je réponds à votre. Depuis 2019, en octobre, un honorable député avait déposé, mais qui n'a jamais été examiné aujourd'hui. J'espère qu'un jour, ils vont s'y pencher. Nous n'avons pas de loi. Il n'y a pas de loi sur ça. Mais écoutez, la loi, c'est quoi?
il y a un besoin. Je vous ai expliqué au cours d'une émission ici. Pour légiférer, la technologie dévance toujours la loi. Il faut que le législateur voit un besoin pour écrire la loi. Parce que, par exemple, on va pas écrire le code de la route de la Lune. La Lune est là, elle est inoccupée. Est-ce que les États-Unis vont dire aujourd'hui, on commence à faire le tracé de la Lune et octroyer des parcelles? Non. Mais si on constate qu'il y a eu 5-6 personnes qui ont construit sur la Lune, les nations vont s'asseoir pour faire une loi pour la Lune, pour l'octroi des titres de propriété, comment on roule à la Lune, est-ce qu'on roule à gauche, à droite. On va commencer à légiférer sur l'univers et la Voie lactée. Non. On légifère sur le besoin. Parce que maintenant, il y a des pirates informatiques et tout ça, le besoin naît. Alors, pardonnez-nous si nous sommes en retard. Nous avons encore une population à nourrir. La cybersécurité, on va s'en occuper. Je ne suis pas un public, hein, je suis pas de l'État, mais je dis que les Congolais aiment se flageller pour rien. C'est des grandes questions pour sécuriser sa population, par exemple. Mais pourquoi aller vite avec les dossiers qui battent les pleins actuellement, le dossier RAM? Pourquoi aller vite en besoin avec ça, que les gens ne maîtrisent pas? Et après notre émission de la fois passée, les gens ont beaucoup rappelé, on leur a retiré de l'argent sans leur autorisation. Expliquez-nous la logique de RAM. C'est quoi exactement? Bon, je ne suis ni de loin ni de près concerné par le RAM. Mais en tant qu'un acteur du numérique observateur, j'ai simplement dit, je ne peux pas, après avoir vécu 20 ans dans des pays où quand je gare ma voiture, ça veut dire que je dois payer, venir au Congo dire maintenant que je vais utiliser tout. Payer, c'est pas normal, c'est pas logique. Quelqu'un doit payer. Normalement, c'est l'État. Mais nous avons un budget de 5 milliards de dollars pour 1 million de personnes. Le budget de Real de Madrid. Vous voulez que dans les 5 milliards là, on paye aussi pour les services de contrôle. Si la population peut contribuer tant soit peu en payant une redevance. Moi, je suis partant. C'est tout ce que je vous avais dit. Je ne suis concerné ni de loin, ni de près par le RAM. Mais si le Congolais, je vous donne un autre exemple de la numérisation. Aimé Molène de Sacom, ministre des Affaires foncières, le champion de la numérisation du cadastre foncier. Mais vous savez que c'est que le cadastre foncier va amener? Le cadastre foncier va amener qu'on connaît la superficie de toutes les maisons. Elle est connue dans la paperasse, hein, vous inquiétez pas. On connaît qui est le propriétaire et on connaît aussi quel est son loyer locatif en tant que locataire namabélé à l'État. Allez acheter une parcelle. On va pas vous vendre. On va vous dire, la personne a été lieu a foutu dans le loyer depuis 1978. Tout le monde qui a vendu une parcelle sait. Depuis 1986, on calcule les loyers échus et on appuie. Pourquoi vous payez ça quand vous vendez? Ça veut dire que le Congolais lui-même, il a l'argent, mais il ne veut pas aider l'État. Son Excellence, Monsieur Sam Alukonde, qui a dit la réforme, la digitalisation. Je le salue en passant. Mais écoutez, Kennedy a dit, it's not about what America can do for you, it's about what you can do for America. Ce n'est pas toujours que le Congo va vous donner. Vous voulez de l'eau? La régie des Alotines n'a pas été, la dernière fois que tu as payé la taxe de ta parcelle, c'était en quelle année? Comment tu vas avoir le service public? Toi, tu ne contribues pas. C'est pas ça. Depuis l'époque de roi, les tribus étaient payées, la taxe était lourde. La population allait dans les champs, ils prenaient une partie donnée au roi pour qu'il mange comme un festin chaque jour. C'est ça, les principes des nations. Mais vous, les Congolais, vous ne contribuez pas. Tu n'as jamais payé la taxe de ta parcelle, mais tu ouvres le robinet, tu attends l'eau. Mais ça va pas venir. Ça va venir d'où? Le service public, c'est que le Congolais doit contribuer et donc l'État lui envoie l'eau. Le Congolais doit contribuer, l'État lui envoie l'électricité. L'État va créer l'électricité comment? Les propriétaires des parcelles, par exemple. Non, c'est vous qui avez abandonné l'État. Changeons notre mentalité. C'est vous. Vous ne travaillez pas, mais vous avez une parcelle de 100 000 $ sur laquelle vous devez. Alors que les parents là, qui ont laissé des dettes, viennent les payer. Écoute, je suis un peu radical dans mon approche. Pourquoi? Je veux nous réveiller Congolais. Si nous laissons tout à l'État, mais l'État, écoutez, si vous étiez l'État, suivez la télévision, vous allez fuir ce pays. L'État à côté de la Bissoboye. L'État, mon frère, si vous étiez l'État, vous allez fuir. Mais vous, le Congolais, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai dit pour le RAM, je vais payer. Mais ne me condamnez pas. Je veux avoir un bon service de qualité. Je veux qu'on attrape le voleur qui a pris mon téléphone. Je veux qu'on le bloque et tout ça. On m'a dit que si je paye $1, on va l'arrêter. Je veux voir. Si je ne vois pas, peut-être je veux me plaindre. Mais attendons de voir qu'on l'a pas attrapé après qu'il ait volé mon téléphone. Mais il ne faut pas dire non et on va faire des soulèvements. Alors, vous voulez pas payer pour le service public, mais vous voulez l'eau au robinet, vous voulez la qualité de service sur votre téléphone, mais vous voulez rien payer. Mais non! Après quelques temps, on va prendre des détournements de 600 millions, de 500 millions. Donc nous, l'État, on veut encore enrichir certaines personnes. L'Amérique a bombardé l'Irak et après on a su que le vice-président Dick Cheney était le président de Halliburton avec Carlyle qui a reconstruit l'Irak. Ils ont créé une fausse guerre pour tuer des gens et Général.
sommes très reconnaissants au Seigneur. Je parle au nom de tous les artistes de vous avoir, Général Studio, au milieu de nous, parmi nous. Et nous osons croire que votre structure vraiment ajoutera un plus dans l'aspiration de chaque artiste congolais, pourquoi pas les artistes qui viennent de l'extérieur. Vraiment que le Seigneur continue à bénir Général Studio, vous qui travaillez dans l'audiovisuel et dans la production des artistes. Coup de chapeau à vous, que le Seigneur vraiment vous fortifie, vous conduise dans son chemin. Je dirais que je crois que le Seigneur ne vous laissera pas seul, il pourvoira à tous vos besoins. Et je trouve que c'est une structure qui va mieux accompagner les artistes de notre pays. Et vous êtes venus répondre à un besoin vraiment idéal pour ce temps dans notre pays, dans le monde artistique. Ngai na mitungisa te esunde mopeti